Lettre 11. Quoique j'aie pris tous les soins qui sont en mon pouvoir pour découvrir quelque lumière sur mon sort, mon cher hasard, je n'en suis pas mieux instruite que je l'étais il y a 3 jours. Tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que les sauvages de cette contrée paraissent aussi bons, aussi humains que le cacique. Ils chantent et dansent comme s'ils avaient tous les jours des terres à cultiver. Si je m'en rapportais à l'opposition de leurs usages, à ceux de notre nation, je n'aurais plus d'espoir. Mais je me souviens que ton auguste père a soumis à son obéissance des provinces fort éloignées et dont les peuples n'avaient pas plus de rapport avec les nôtres. Pourquoi celle-ci n'en serait-elle pas une? Le soleil paraît se plaire à l'éclairer, il est plus beau, plus pur que je ne l'ai jamais vu, et je me livre à la confiance qu'il m'inspire. Il ne me reste d'inquiétude que sur la longueur du temps qu'il faudra passer avant de pouvoir m'éclaircir tout à fait sur nos intérêts. Car, mon cher hasard, je n'en puis plus douter, le seul usage de la langue du pays pourra m'apprendre la vérité et finir mes inquiétudes. Je ne laisse échapper aucune occasion de m'en instruire. Je profite de tous les moments où d'Éterville me laisse en liberté pour prendre des leçons de Machina. C'est une faible ressource. Ne pouvant lui faire entendre mes pensées, je ne puis former aucun raisonnement avec elle. Je n'apprends que le nom des objets qui frappent ses yeux et les miens. Les signes du cacique me sont quelquefois plus utiles. L'habitude nous en a fait une espèce de langage qui nous sert au moins à exprimer nos volontés. Il me mena hier dans une maison où, sans cette intelligence, je me serais fort mal conduite. Nous entrâmes dans une chambre plus grande et plus ornée que celle que j'habite. Beaucoup de monde y était assemblé. L'étonnement général que l'on témoigna à ma vue me déplut. Les rires excessifs que plusieurs jeunes filles s'efforçaient d'étouffer, et qui recommençaient lorsqu'elles levaient les yeux sur moi, excitèrent dans mon cœur un sentiment si fâcheux que je l'aurais pris pour de la honte si je me fusse senti coupable de quelque faute. Mais, ne me trouvant qu'une grande répugnance à demeurer avec elle, j'allais retourner sur mes pas quand un signe de d'Éterville me retint. Je compris que je commettais une faute si je sortais, et je me gardais bien de rien faire qui méritât le blâme que l'on me donnait sans sujet. Je restai donc, en portant toute mon attention sur ces femmes. Je crus démêler que la singularité de mes habits causait seule la surprise des unes et les rires offensants des autres. J'eus pitié de leur faiblesse. Je ne pensais plus qu'à leur persuader par ma contenance que mon âme ne différait pas tant de la leur que mes habillements de leur parure. Un homme que j'aurais pris pour un curacace, s'il n'eût été vêtu de noir, vint me prendre par la main d'un air affable et me conduisit auprès d'une femme, qu'à son air fier, je pris pour la Pallas de la contrée. Il lui dit plusieurs paroles que je sais pour les avoir entendues prononcer 1000 fois à d'Éterville. Qu'elle est belle, les beaux yeux. Un autre homme lui répondit des grâces, une taille de nymphe. Or les femmes, qui ne dirent rien, tous répétèrent à peu près les mêmes mots. Je ne sais pas encore leur signification, mais ils expriment sûrement des idées agréables, car, en les prononçant, le visage est toujours riant. Le cacique paraissait extrêmement satisfait de ce que l'on disait. Il se tint toujours à côté de moi ou, s'il s'en éloignait pour parler à quelqu'un, ses yeux ne me perdaient pas de vue et ses signes m'avertissaient de ce que je devais faire. De mon côté, j'étais fort attentive à l'observer pour ne point blesser les usages d'une nation si peu instruite des nôtres. Je ne sais, mon cher Asa, si je pourrais te faire comprendre combien les manières de ces sauvages m'ont paru extraordinaires. Ils ont une vivacité si impatiente que, les paroles ne leur suffisant pas pour s'exprimer, ils parlent autant par le mouvement de leur corps que par le son de leur voix. Ce que j'ai vu de leur agitation continuelle m'a pleinement persuadé du peu d'importance des démonstrations du cacique qui m'ont tant causé d'embarras et sur lesquelles j'ai fait tant de fausses conjectures. Il baisa hier les mains de la Pallas et celles de toutes les autres femmes. Il les baisa même au visage, ce que je n'avais pas encore vu. Les hommes venaient l'embrasser, les uns le prenaient par une main, les autres le tiraient par son habit, et tout cela avec une promptitude dont nous n'avons point d'idée. À juger de leur esprit par la vivacité de leurs gestes, je suis sûr que nos expressions mesurées, que les sublimes comparaisons qui expriment si malheureusement nos tendres sentiments et nos pensées affectueuses leur paraîtraient insipides. Ils prendraient notre air sérieux et modeste pour de la stupidité, et la gravité de notre démarche pour un engourdissement. Le croirais-tu, mon cher Asa? Malgré leurs imperfections, si tu étais ici, je me plairais avec eux. Un certain air d'affabilité répandu sur tout ce qu'ils font les rend aimables et, si mon âme était plus heureuse,
Je trouverai du plaisir dans la diversité des objets qui se présentent successivement à mes yeux. Mais le peu de rapport qu'ils ont avec toi efface les agréments de leur nouveauté. Toi seul fais mon bien et mes plaisirs. Lettre 12. J'ai passé bien du temps, mon cher hasard, sans pouvoir donner un moment à ma plus chère occupation. J'ai cependant un grand nombre de choses extraordinaires à t'apprendre. Je profite d'un peu de loisir pour essayer de t'en instruire. Le lendemain de ma visite chez la Pallas, d'Éterville me fit apporter un fort bel habillement à l'usage du pays. Après que ma petite China l'eut arrangé sur moi à sa fantaisie, elle me fit approcher de cette ingénieuse machine qui double les objets. Quoique je dusse être accoutumé à ses effets, je ne pus encore me garantir de la surprise en me voyant comme si j'étais vis-à-vis de moi-même. Mon nouvel ajustement ne me déplut pas. Peut-être je regretterais davantage celui que je quitte s'il ne m'avait fait regarder partout avec une attention incommode. Le cacique entra dans ma chambre au moment que la jeune fille ajoutait encore plusieurs bagatelles à ma parure. Il s'arrêta à l'entrée de la porte et nous regarda longtemps sans parler. Sa rêverie était si profonde qu'il se détourna pour laisser sortir la China et se remit à sa place sans s'en apercevoir. Les yeux attachés sur moi, il parcourait toute ma personne avec une attention sérieuse dont j'étais embarrassé, sans en savoir la raison. Cependant, afin de lui marquer ma reconnaissance pour ses nouveaux bienfaits, je lui tendis la main et, ne pouvant exprimer mes sentiments, je crus ne pouvoir lui rien dire de plus agréable que quelques-uns des mots qu'il se plaît à me faire répéter. Je tâchai même d'y mettre le ton qu'il y donne. Je ne sais quel effet ils firent dans ce moment-là sur lui, mais ses yeux s'animèrent, son visage s'enflamma, il vint à moi d'un air agité, il parut vouloir me prendre dans ses bras, puis, s'arrêtant tout à coup, il me serra fortement la main en prononçant d'une voix émue « Non, le respect, sa vertu », et plusieurs autres mots que je n'entends pas mieux. Et puis il courut se jeter sur son siège à l'autre côté de la chambre, où il demeura, la tête appuyée dans ses mains, avec tous les signes d'une profonde douleur. Je fus alarmé de son état, ne doutant pas que je lui eusse causé quelque peine. Je m'approchai de lui pour lui en témoigner mon repentir, mais il me repoussa doucement, sans me regarder, et je n'osais plus lui rien dire. J'étais dans le plus grand embarras quand les domestiques entrèrent pour nous apporter à manger. Il se leva, nous mangeâmes ensemble à la manière accoutumée, sans qu'il parût d'autre suite à sa douleur qu'un peu de tristesse. Mais il n'en avait ni moins de bonté, ni moins de douceur, tout cela me paraît inconcevable. Je n'osais lever les yeux sur lui, ni me servir des signes qui ordinairement nous tenaient lieu d'entretien. Cependant, nous mangions dans un temps si différent de l'heure ordinaire des repas que je ne pus m'empêcher de lui en témoigner ma surprise. Tout ce que je compris à sa réponse fut que nous allions changer de demeure. En effet, le cacique, après être sorti et rentré plusieurs fois, vint me prendre par la main. Je me laissai conduire en rêvant toujours à ce qui s'était passé et en cherchant à démêler si le changement de lieu n'en était pas une suite. À peine eus-je passé la dernière porte de la maison qu'il m'aida à monter un pas assez haut, et je me trouvai dans une petite chambre où l'on ne peut se tenir debout sans incommodité. Mais nous y fûmes assis fort à l'aise, le cacique, la China et moi. Ce petit endroit est agréablement meublé, une fenêtre de chaque côté l'éclaire suffisamment, mais il n'y a pas assez d'espace pour y marcher. Tandis que je le considérais avec surprise, et que je tâchais de deviner pourquoi d'Éterville nous enfermait si étroitement. Oh, mon cher Asa, que les prodiges sont familiers dans ce pays! Je sentis cette machine, ou cabane, je ne sais comment la nommer, je la sentis se mouvoir et changer de place. Ce mouvement me fit penser à la maison flottante. La frayeur me saisit. Le cacique, attentif à mes moindres inquiétudes, me rassura en me faisant regarder par une des fenêtres. Je vis, non sans une surprise extrême, que cette machine suspendue assez près de la terre se mouvait par un secret que je ne comprenais pas. D'Éterville me fit aussi voir que plusieurs hamas, d'une espèce qui nous est inconnue, marchaient devant nous et nous traînaient après eux. Il faut, ô lumière de mes jours, un génie plus qu'humain pour inventer des choses si utiles et si singulières. Mais il faut aussi qu'il y ait dans cette nation quelques grands défauts qui modèrent sa puissance, puisqu'elle n'est pas la maîtresse du monde entier. Il y a 4 jours qu'enfermés dans cette merveilleuse machine, nous n'en sortons que la nuit, pour reprendre du repos dans la première habitation qui se rencontre, et je n'en sors jamais sans regret. Je te l'avoue, mon cher Asa, malgré mes tendres inquiétudes, j'ai goûté pendant ce voyage des plaisirs qui m'étaient inconnus. Renfermé dans le temple dès ma plus tendre enfance, je ne connaissais pas les beautés de l'univers.
Tout ce que je vois me ravit et m'enchante. Les campagnes immenses, qui se changent et se renouvellent sans cesse à des regards attentifs, emportent l'âme avec plus de rapidité que l'on ne les traverse. Les yeux, sans se fatiguer, parcourent, embrassent et se reposent tout à la fois sur une variété infinie d'objets admirables. On croit ne trouver de bornes à sa vue que celles du monde entier. Cette erreur nous flatte. Elle nous donne une idée satisfaisante de notre propre grandeur et semble nous rapprocher du Créateur de tant de merveilles. À la fin d'un beau jour, le ciel n'offre pas un spectacle moins admirable que celui de la terre. Des nuées transparentes assemblées autour du soleil, teintes des plus vives couleurs, nous présentent de toutes parts des montagnes d'ombre et de lumière, dont le majestueux désordre attire notre admiration jusqu'à l'oubli de nous-mêmes. Le cacique a eu la complaisance de me faire sortir tous les jours de la cabane roulante pour me laisser contempler à loisir les merveilles qu'il me voyait admirer. Que les bois sont délicieux, mon cher Asa. Si les beautés du ciel et de la terre nous emportent loin de nous par un ravissement involontaire, celles des forêts nous y ramènent par un attrait intérieur, incompréhensible, dont la seule nature a le secret. En entrant dans ces beaux lieux, un charme universel se répand sur tous les sens et confond leur usage. On croit voir la fraîcheur avant de la sentir. Les différentes nuances de la couleur des feuilles adoucissent la lumière qui les pénètre et semblent frapper le sentiment aussitôt que les yeux. Une odeur agréable, mais indéterminée, laisse à peine discerner si elle affecte le goût ou l'odorat. L'air même, sans être aperçu, porte dans tout notre être une volupté pure qui semble nous donner un sens de plus, sans pouvoir en désigner l'organe. Ô mon cher Asa, que ta présence embellirait des plaisirs si purs, que j'ai désiré de les partager avec toi. Témoin de mes tendres pensées, je t'aurais fait trouver dans les sentiments de mon cœur des charmes encore plus touchants que tous ceux des beautés de l'univers. Lettre 13. Me voici enfin, mon cher Asa, dans une ville nommée Paris. C'est le terme de notre voyage, mais, selon les apparences, ce ne sera pas celui de mon chagrin. Depuis que je suis arrivé, plus attentif que jamais sur tout ce qui se passe, mes découvertes ne me produisent que du tourment, et ne me présagent que des malheurs. Je trouve ton idée dans le moindre de mes désirs curieux, et je ne la rencontre dans aucun des objets qui s'offrent à ma vue. Autant que j'en puis juger par le temps que nous avons employé à traverser cette ville, et par le grand nombre d'habitants dont les rues sont remplies, elle contient plus de monde que n'en pourraient rassembler 2 ou 3 de nos contrées. Je me rappelle les merveilles que l'on m'a racontées de Quito. Je cherche à trouver ici quelques traits de la peinture que l'on m'a faite de cette grande ville. Mais hélas, quelle différence! Celle-ci contient des ponts, des rivières, des arbres, des campagnes. Elle me paraît un univers plutôt qu'une habitation particulière. J'essaierai en vain de te donner une idée juste de la hauteur des maisons. Elles sont si prodigieusement élevées qu'il est plus facile de croire que la nature les a produites telles qu'elles sont que de comprendre comment des hommes ont pu les construire. C'est ici que la famille du cacique fait sa résidence. La maison qu'elle habite est presque aussi magnifique que celle du soleil. Les meubles et quelques endroits des murs sont d'or. Le reste est orné d'un tissu varié des plus belles couleurs qui représentent assez bien les beautés de la nature. En arrivant, d'Éterville me fit entendre qu'il me conduisait dans la chambre de sa mère. Nous la trouvâmes à demi couchée sur un lit à peu près de la même forme que celui des Incas et de même métal. Après avoir présenté sa main au cacique, qui la baisa en se prosternant presque jusqu'à terre, elle l'embrassa, mais avec une bonté si froide, une joie si contrainte que, si je n'eusse été averti, je n'aurais pas reconnu les sentiments de la nature dans les caresses de cette mère. Après s'être entretenus un moment, le cacique me fit approcher. Elle jeta sur moi un regard dédaigneux, et, sans répondre à ce que son fils lui disait, elle continua d'entourer gravement ses doigts d'un cordon qui pendait à un petit morceau d'or. D'Éterville nous quitta pour aller au-devant d'un grand homme de bonne mine qui avait fait quelques pas vers lui. Il l'embrassa aussi bien qu'une autre femme qui était occupée de la même manière que la Pallas. Dès que le cacique avait paru dans cette chambre, une jeune fille à peu près de mon âge était accourue. Elle le suivait avec un empressement timide qui était remarquable. La joie éclatait sur son visage sans en bannir un fond de tristesse intéressant. D'Éterville l'embrassa la dernière, mais avec une tendresse si naturelle que mon cœur s'en émut. Hélas, mon cher Asa, quels seraient nos transports si, après tant de malheurs, le sort nous réunissait. Pendant ce temps, j'étais resté auprès de la Pallas par respect. Je n'osais m'en éloigner, ni lever les yeux sur elle. Quelques regards sévères qu'elle jetait de temps en temps sur moi achevaient de m'intimider et me donnaient une contrainte qui gênait jusqu'à mes pensées.
Enfin, comme si la jeune fille eût deviné mon embarras après avoir quitté d'Éterville, elle vint me prendre par la main et me conduisit près d'une fenêtre où nous nous assîmes. Quoique je n'entendisse rien de ce qu'elle me disait, ses yeux pleins de bonté me parlaient le langage universel des cœurs bienfaisants. Il m'inspirait la confiance et l'amitié. J'aurais voulu lui témoigner mes sentiments, mais, ne pouvant m'exprimer selon mes désirs, je prononçai tout ce que je savais de sa langue. Elle en sourit plus d'une fois en regardant d'Éterville d'un air fin et doux. Je trouvai du plaisir dans cette espèce d'entretien, quand la Pallas prononça quelques paroles assez haut en regardant la jeune fille, qui baissa les yeux, repoussa ma main qu'elle tenait dans les siennes et ne me regarda plus. À quelque temps de là, une vieille femme d'une physionomie farouche entra, s'approcha de la Pallas, vint ensuite me prendre par le bras, me conduisit presque malgré moi dans une chambre au plus haut de la maison, et m'y laissa seul. Quoique ce moment ne dût pas être le plus malheureux de ma vie, mon cher Scheherazade, il n'a pas été un des moins fâcheux à passer. J'attendais de la fin de mon voyage quelque soulagement de mes inquiétudes. Je comptais du moins trouver dans la famille du cacique les mêmes bontés qu'il m'avait témoignées. Le froid accueil de la Pallas, le changement subit des manières de la jeune fille, la rudesse de cette femme qui m'avait arraché d'un lieu où j'avais intérêt de rester, l'inattention de d'Éterville qui ne s'était point opposée à l'espèce de violence qu'on m'avait faite, enfin toutes les circonstances dont une âme malheureuse sait augmenter ses peines, se présentèrent à la fois sous les plus tristes aspects. Je me croyais abandonné de tout le monde, je déplorais amèrement mon affreuse destinée quand je vis entrer Machina. Dans la situation où j'étais, sa vue me parut un bien essentiel. Je courus à elle, je l'embrassai en versant des larmes, elle en fut touchée, son attendrissement me fut cher. Quand on se croit réduit à la pitié de soi-même, celle des autres nous est bien précieuse. Les marques d'affection de cette jeune fille adoucirent ma peine. Je lui contai mes chagrins comme si elle eût pu m'entendre. Je lui faisais 1000 questions comme si elle eût pu y répondre. Ses larmes parlaient à mon cœur. Les miennes continuaient à couler, mais elles avaient moins d'amertume. Je crus qu'au moins je verrais d'Éterville à l'heure du repas. Mais on me servit à manger et je ne le vis point. Depuis que je t'ai perdu, chère idole de mon cœur, ce cacique est le seul humain qui ait eu pour moi de la bonté sans interruption. L'habitude de le voir s'est tournée en besoin. Son absence redouble ma tristesse. Après l'avoir attendu vainement, je me couchai. Mais le sommeil n'avait point encore tari mes larmes quand je le vis entrer dans ma chambre, suivi de la jeune personne dont le brusque dédain m'avait été si sensible. Elle se jeta sur mon lit et par 1000 caresses, elle semblait vouloir réparer le mauvais traitement qu'elle m'avait fait. Le cacique s'assit à côté du lit. Il paraissait avoir autant de plaisir à me revoir que j'en sentais de n'en être point abandonné. Il se parlait en me regardant et m'accablait des plus tendres marques d'affection. Insensiblement, leur entretien devint plus sérieux. Sans entendre leur discours, il m'était laissé de juger qu'ils étaient fondés sur la confiance et l'amitié. Je me gardais bien de les interrompre, mais sitôt qu'ils revinrent à moi, je tâchai de tirer du cacique des éclaircissements sur ce qui m'avait paru de plus extraordinaire depuis mon arrivée. Tout ce que je pus comprendre à ces réponses fut que la jeune fille que je voyais se nommait Céline, qu'elle était sa sœur, que le grand homme que j'avais vu dans la chambre de la Pallas était son frère aîné, et l'autre jeune femme, son épouse. Céline me devint plus chère en m'apprenant qu'elle était sœur du cacique. La compagnie de l'un et de l'autre m'était si agréable que je ne m'aperçus point qu'il était jour avant qu'ils me quittassent. Après leur départ, j'ai passé le reste du temps destiné au repos à m'entretenir avec toi. C'est tout mon bien, c'est toute ma joie. C'est à toi seul, chère âme de mes pensées, que je développe mon cœur. Tu seras à jamais le seul dépositaire de mes secrets, de ma tendresse et de mes sentiments. Lettre 14. Si je continuais, mon cher Scheherazade, à prendre sur mon sommeil le temps que je te donne, je ne jouirai plus de ces moments délicieux où je n'existe que pour toi. On m'a fait reprendre mes habits de vierge, et l'on m'oblige de rester tout le jour dans une chambre remplie d'une foule de monde qui se change et se renouvelle à tout moment sans presque diminuer. Cette dissipation involontaire m'attache souvent malgré moi à mes tendres pensées. Mais si je perds pour quelques instants cette attention vive qui unit sans cesse mon âme à la tienne, je te retrouve bientôt dans les comparaisons avantageuses que je fais de toi avec tout ce qui m'environne. Dans les différentes contrées que j'ai parcourues, je n'ai point vu des sauvages si orgueilleusement familiers que ceux-ci. Les femmes, surtout, me paraissent avoir une bonté méprisante, qui révolte l'humanité et qui m'inspirerait peut-être autant de mépris pour elles qu'elles en témoignent pour les autres si je les connaissais mieux. Une d'entre elles m'occasionna hier un affront
qui m'afflige encore aujourd'hui. Dans le temps que l'assemblée était la plus nombreuse, elle avait déjà parlé à plusieurs personnes sans m'apercevoir. Soit que le hasard ou que quelqu'un m'ait fait remarquer, elle fit, en jetant les yeux sur moi, un éclat de rire, quitta précipitamment sa place, vint à moi, me fit lever, et après m'avoir tourné et retourné autant de fois que sa vivacité le lui suggéra, après avoir touché tous les morceaux de mon habit avec une attention scrupuleuse, elle fit signe à un jeune homme de s'approcher et recommença avec lui l'examen de ma figure. Quoique je répugnasse à la liberté que l'un et l'autre se donnaient, la richesse des habits de la femme me la faisait prendre pour une pallas, et la magnificence de ceux du jeune homme, tout couverts de plaques d'or, pour un anquis. Je n'osais m'opposer à leur volonté, mais ce sauvage téméraire enhardi par la familiarité de la pallas, et peut-être par ma retenue, ayant eu l'audace de porter la main sur ma gorge, je le repoussai avec une surprise et une indignation qui lui firent connaître que j'étais mieux instruite que lui des lois de l'honnêteté. Au cri que je fis, d'Éterville accourut. Il n'eut pas plutôt dit quelques paroles au jeune sauvage que celui-ci, s'appuyant d'une main sur son épaule, fit des rires si violents que sa figure en était contrefaite. Le cacique s'en débarrassa et lui dit en rougissant des mots d'un ton si froid que la gaieté du jeune homme s'évanouit, et n'ayant apparemment plus rien à répondre, il s'éloigna sans répliquer et ne revint plus. Oh, mon cher Asa, que les mœurs de ce pays me rendent respectable celles des enfants du soleil. Que la témérité du jeune Anquis rappelle chèrement à mon souvenir ton tendre respect, ta sage retenue et les charmes de l'honnêteté qui régnaient dans nos entretiens. Je l'ai senti au premier moment de ta vue, chère délice de mon âme, et je le penserai toute ma vie. Toi seul réunis toutes les perfections que la nature a répandues séparément sur les humains, comme elle a rassemblé dans mon cœur tous les sentiments de tendresse et d'admiration qui m'attachent à toi jusqu'à la mort. Lettre 15. Plus je vis avec le cacique et sa sœur, mon cher Asa, plus j'ai de peine à me persuader qu'ils soient de cette maison. Eux seuls connaissent et respectent la vertu. Les manières simples, la bonté naïve, la modeste gaieté de Céline feraient volontiers penser qu'elle a été élevée parmi nos vierges. La douceur honnête, le tendre sérieux de son frère persuaderaient facilement qu'il est né du sang des Incas. L'un et l'autre me traitent avec autant d'humanité que nous en exercions à leurs égards si des malheureux les eussent conduits parmi nous. Je ne doute même plus que le cacique ne soit bon tributaire. Il n'entre jamais dans ma chambre sans m'offrir un présent de choses merveilleuses dont cette contrée abonde. Tantôt, ce sont des morceaux de la machine qui doublent les objets, renfermés dans de petits coffres d'une manière admirable. Une autre fois, ce sont des pierres légères et d'un éclat surprenant, dont on orne ici presque toutes les parties du corps. On en passe aux oreilles, on en met sur l'estomac, au col, sur la chaussure, et cela est très agréable à voir. Mais ce que je trouve de plus amusant, ce sont de petits outils d'un métal fort dur et d'une commodité singulière. Les uns servent à composer des ouvrages que Céline m'apprend à faire, d'autres, d'une forme tranchante, servent à diviser toutes sortes d'étoffes, dont on fait tant de morceaux que l'on veut sans effort, et d'une manière fort divertissante. J'ai une infinité d'autres raretés plus extraordinaires encore, mais n'étant point à notre usage, je ne trouve dans notre langue aucun terme qui puisse t'en donner l'idée. Je te garde soigneusement tous ces dons, mon cher Asa. Outre le plaisir que j'aurai de ta surprise lorsque tu les verras, c'est qu'assurément ils sont à toi. Si le cacique n'était soumis à ton obéissance, me payerait-il un tribut qu'il sait n'être dû qu'à ton rang suprême? Les respects qu'il m'a toujours rendus m'ont fait penser que ma naissance lui était connue. Les présents dont il m'honore me persuadent sans aucun doute qu'il n'ignore pas que je dois être ton épouse, puisqu'il me traite d'avance en ma Mawela. Cette conviction me rassure et calme une partie de mes inquiétudes. Je comprends qu'il ne me manque que la liberté de m'exprimer pour savoir du cacique les raisons qui l'engagent à me retenir chez lui et pour le déterminer à me remettre en ton pouvoir. Mais jusque-là, j'aurai encore bien des peines à souffrir. Il s'en faut beaucoup que l'humeur de madame, c'est le nom de la mère de d'Éterville, ne soit aussi aimable que celle de ses enfants. Loin de me traiter avec autant de bonté, elle me marque en toute occasion une froideur et un dédain qui me mortifient, sans que je puisse y remédier, ne pouvant en découvrir la cause. Et par une opposition de sentiments, que je comprends encore moins, elle exige que je sois continuellement avec elle. C'est pour moi une gêne insupportable. La contrainte règne partout où elle est. Ce n'est qu'à la dérobée que Céline et son frère me font des signes d'amitié. Eux-mêmes n'osent se parler librement devant elle. Aussi continue-t-il à passer une partie des nuits dans ma chambre. C'est le seul temps où nous jouissons en paix du plaisir de nous voir. Et quoique je ne participe guère à leurs entretiens,
Leur présence m'est toujours agréable. Il ne tient pas aux soins de l'un et de l'autre que je ne sois heureuse. Hélas, mon Scheherazade, ils ignorent que je ne puis l'être loin de toi, et que je ne crois vivre qu'autant que ton souvenir et ma tendresse m'occupent tout entière.